Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. Vous l'avez vu dans le titre, Adolinquence. J'ai fait un jeu de mots, adolescence et délinquance, parce qu'on va parler de ces deux sujets-là. Avant de commencer, je voulais juste vous lire un verset dans la Bible, dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, au verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ici, c'est le roi Salomon qui avait reçu vraiment une sagesse divine, qui écrit les proverbes. Dans ce verset, en fait, il parle de l'éducation de l'enfant. Mais ici, dans ce passage, il parle pas de l'éducation, en fait, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Il parle plutôt de l'éducation, d'une éducation spirituelle, de morale céleste, si j'ai envie de dire, dans le sens d'éduquer un enfant selon la volonté de Dieu, d'éduquer un enfant selon les projets que Dieu a prévus pour sa vie. Comme je vous l'avais dit, le passage dans le psaume 139, que Dieu, il nous a tissés dans le sein de notre mère. Et en tant que parent, un parent a ce rôle, en fait, d'être en relation avec Dieu, parce que même si on porte nos enfants, on les met au monde, la seule personne qui connaît véritablement nos enfants, c'est le Seigneur, c'est Dieu, celui qui les a créés, celui qui les a façonnés. Et il y a que lui qui sait, en fait, les merveilleux plans, les merveilleux projets qu'il a prévus pour cette personne, pour chaque individu. Mais si on ne sait pas, en fait, ce que Dieu a prévu pour cet enfant, fille ou garçon, on peut pas, en fait, l'éduquer forcément de la manière dont Dieu le veut. Et ici, dans ce passage, le roi Salomon, il dit, en fait, d'éduquer cet enfant, en gros, selon le cœur de Dieu, parce que Dieu, il sait ce qu'il veut faire au travers de cet enfant. Je n'ai pas forcément reçu l'éducation selon le cœur du Père, du Créateur. Donc, forcément, j'allais grandir sans cette connaissance, sans cette révélation. Il y a un passage dans la parole, il me semble que c'est dans Osée, qui dit que sans révélation, sans connaissance, le peuple est sans frein. Si on ne connaît pas ce pourquoi on est, ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi on existe, forcément, on va faire des mauvais choix. Donc, j'arrive au collège, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on avait terminé vers mes 11-12 ans, au décès de mon papa. Donc là, j'arrive au collège. Comme je vous le disais, j'ai grandi dans un quartier, donc école primaire, on se connaît à peu près tous, on joue autant à l'école ensemble qu'à l'extérieur. Collège, pareil. Donc j'avais mes repères au niveau amis, je connaissais la plupart des filles de ma classe, on était ensemble en CM2, CM1, donc on se connaissait. Sauf que là, on arrive à un âge où voilà, on commence à avoir chacun des points de vue différents. Moi, avec mon vécu, l'incarcération de mon frère, le décès de mon papa, ça faisait qu'il y avait beaucoup de colère en moi. Je commençais vraiment à vivre de cette colère, à me nourrir et à nourrir cette colère. Et au collège, ça va vraiment être crescendo, très vite, mais crescendo, la débandade, j'ai envie de dire. Donc voilà, au 6e, ça se passe plutôt bien, je travaille bien. Mais quand tu arrives au collège, en fait, tu vois vite que tu as deux choix. Soit tu deviens une victime, soit tu deviens un bourreau. Et moi, le cas était vite fait, vu mon état d'esprit, vu mes antécédents, vu la colère que j'avais, je ne pouvais pas devenir victime. Donc le collège commence, ça se passe bien. Donc comme je vous le dis, on voit vite fait qui en devient. Et en fait, moi au collège, je commence à rentrer dans une identité. J'avais l'impression d'être une malédiction, de ne servir à rien, d'avoir été une erreur, que c'était à cause de moi la séparation de mes parents et donc tout ce qui a enchaîné derrière. Donc j'avais vraiment ce profond mensonge qui était ma vérité et qui a été ma vérité pendant longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur m'en délivre. Ma vérité, qui était un mensonge, était que en gros, moi, je suis arrivée, j'ai foutu le bordel en fait. J'ai foutu le bordel dans ma famille, j'ai été une cause de division. Donc en fait, j'étais construite avec ce mensonge et en fait, je me disais, vu que je suis un bordel ambulant, vu que je suis un élément perturbateur, je vais vivre ainsi quoi. Donc en classe, je travaillais bien, mais je commençais à être vite un élément perturbateur. Et il y a un passage dans les Proverbes aussi là qui me vient.
Je crois que c'est dans Proverbe 23. Il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que si tu penses comme moi je pensais, si tu penses être un élément perturbateur, si tu penses être une malédiction, si tu penses être une erreur, tu vas vivre ainsi. La manière dont tu penses de toi, l'image que tu as de toi ne vient pas premièrement d'une apparence extérieure, mais vient de ton intérieur. Jésus lui-même disait que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises pensées. Tout ce que je pensais de moi intérieurement se manifestait dans mon caractère, dans mon attitude, dans ma rébellion, clairement, parce que après, je devenais rebelle auprès de mes maîtres, de mes profs plutôt, de mes autorités, en gros. Sauf avec ma mère. Avec ma mère, il y avait toujours après il y a le côté, voilà, toute la mentalité, culture dans laquelle on m'a éduquée africaine, où il faut vraiment avoir ce respect des parents, même si on n'est pas forcément tout le temps d'accord avec eux. Mais voilà, ceux qui ont grandi ainsi, je pense qu'ils connaissent et ils comprennent. À l'école, je commence vraiment à être un élément perturbateur. Je bavardais extrêmement. En fait, j'étais tout le temps distraite. Il fallait que je distraie les autres. Il fallait que je sois le clown de la classe. Ça faisait rire les autres, mais au final, c'est moi qui en payais les pots cassés. C'était pas eux. Eux, ils allaient être repris sur le coup, mais moi, ça allait être des avertissements, ça allait être des convocations au CPE. Donc, au 6e, ça allait. Au 6e, c'était le bavardage qui s'est installé. Et c'est à la 5e que vraiment l'élément perturbateur s'est manifesté. Je commençais à être très agaçante, toujours à lancer des pics au prof ou à la prof, toujours à vouloir avoir le dernier mot. Et en fait, avec le recul, je prenais conscience que j'agissais aussi comme ça, non seulement par rapport à mes mensonges sur lesquels je m'étais construite, mais aussi du fait que je manquais extrêmement d'attention. Donc en fait, pour moi, d'être le clown de la classe, d'être le bout en train de la classe, attirer de l'attention sur moi et ça me faisait du bien. Mais c'est vraiment, là aujourd'hui, je peux mettre des mots sur tout ça parce que j'ai fait un travail avec le Seigneur. J'ai fait un travail sur mes modes de fonctionnement. Vous savez, il y a un passage dans la parole dans Romains 12, verset 2, qui nous dit qu'on ne doit pas se transformer au siècle présent, mais qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence. Et tout ce travail, ça se fait avec Dieu et toute notre vie. Je me faisais remarquer en faisant n'importe quoi, en faisant du bruit, en jetant des boulettes de papier à la prof quand elle était retournée, enfin voilà, toutes ces choses-là. J'en payais les pots cassés, donc ça veut dire beaucoup d'avertissements, des mots dans le cahier qu'il fallait montrer à ma mère. Et en fait, comme moi, ma mère devait pas être au courant de cette facette-là de sa fille. Je commençais à imiter la signature de ma mère pour signer à sa place. Comme ça, eux, ils pensaient que ma mère avait vu, tout ça. Sauf que c'était une grosse mascarade. À la 5e, 4e, il y avait plus de limites. Et comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, mon père était décédé, mon frère était en prison, donc je n'avais plus aucune barrière. Comme je vous le disais, mon frère, j'ai pas grandi avec mon père, donc forcément mon frère était la figure d'autorité qu'il y avait dans ma famille. Je craignais aussi ma mère, parce que voilà, vous savez, les parents africains, c'est pas va dans ta chambre, calme-toi 5 minutes. Et moi, j'étais vraiment le vilain petit canard. C'était celle qui se faisait tout le temps chicoter, celle qui avait les punitions, celle qui devait faire les corvées, parce que ma mère, elle ne savait pas me gérer. C'est pas par rapport à mon comportement à la maison, mais à l'extérieur, parce qu'au final, ça s'est su, les comportements de l'école, parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que, attends, ta mère assigne les mots, mais tu changes pas, on va appeler ta maman. Et vous savez, moi, je le dis avec le recul, ma mère avait vraiment parfois de la ruse. Ça veut dire que l'école l'appelait et j'allais rentrer de l'école, style de rien, et elle allait pas me dire tout de suite qu'elle était au courant. Elle allait peut-être attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et quand ça tombait, ça tombait. Donc en fait, à chaque fois, ma mère, après elle a commencé à être convoquée par le CPE, puis après par le proviseur, parce qu'après il y a eu des moments où c'était un peu les quelques jours d'exclusion qui me pendaient au nez. Ça s'est produit effectivement. Ma mère, en fait, elle ne comprenait pas. Elle disait à chaque fois, moi j'ai toujours ces souvenirs quand on est dans le bureau du proviseur. Ma mère disait, mais à la maison c'est une enfant calme, elle fait pas de problème. En fait, elle avait l'impression que la Michel dont il parlait, c'était pas sa fille. Parce qu'elle se disait, mais à la maison, elle me fait pas ça, elle est tranquille, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle comprenait pas. Et en fait, elle faisait le lien que
si elle se comporte comme ça, c'est parce que elle a eu le décès de son papa, son frère est en prison, moi je travaille, c'est pas facile pour moi. Il y avait du vrai dans tout ça, mais comme moi je ne parlais pas, comme moi je n'exprimais pas à ma mère oui telle ou telle chose, ça ne va pas, ça va, ça va pas. Elle était toujours en mode qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui va pas chez ma fille? Donc suite à ça, j'avais vu des assistantes sociales à l'école, je sais plus si c'est des assistantes sociales qu'on appelle au collège. J'avais vu une dame comme ça. Quand ma mère apprend tout ça, mon comportement, elle se dit bon là Michel, il y a un problème. Elle pour elle, elle est restée convaincue que c'était dû au décès de mon père, surtout ça, plus que l'incarcération de mon frère. Mais voilà, en fait, elle se disait déjà mon fils n'est pas là pour en gros la recadrer. Moi, je suis au travail, je sais pas quoi faire en fait. Donc en fait, suite à ça, le proviseur, je crois que l'assistante sociale, là, je sais plus exactement son nom à la dame, sa fonction, mais c'est un truc comme ça. Bref, là, elle lui dit, bah écoutez, le mieux, ce serait que Michel voit un psychologue en fait, parce que du coup, ils ont commencé à avoir de la compassion pour moi. Bon, on comprend, elle a perdu son papa. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui, je vous le disais, qui ne parlait pas. Donc, c'est-à-dire que quand on était convoqué, aucune expression ne sortait de moi, aucun mot ne sortait de moi. Je disais juste à maman, je suis désolée. Mais pourquoi tu fais ça, tout ça, je ne répondais pas parce qu'en fait, c'est pas maintenant, c'est pas là dans ce cadre-là que j'allais pouvoir parler et je l'avais pas fait avant, j'allais pas le faire aujourd'hui en fait. Et malgré les sanctions, malgré qu'on me disait oui, mais c'est pour ton avenir, tout ça, ben en fait, c'est comme si ça ne me faisait pas peur. Et je sais avec le recul que en fait, j'étais vraiment une tête brûlée dans le sens que on pouvait me menacer d'être exclu, de ceci, de cela. J'en avais rien à faire. Mais clairement, j'en avais rien à faire. Et sur le moment, je sais pas pourquoi j'en avais rien à faire, mais avec le recul, encore une fois, parce que je parle aujourd'hui maintenant avec le recul, la compréhension de mon état d'âme à cette période. En fait, j'ai grandi avec toutes ces choses qui m'avaient brisée, qui m'avaient détruite. Je fonctionnais au jour le jour. Je n'avais aucune ambition, aucun projet. Je m'imaginais même pas être mère, mariée, des enfants, rien de tout ça, rien. Même les choses les plus simples, pour moi, elles n'étaient pas possibles, en fait. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi je fonctionnais comme ça, parce que vu que je me considérais comme une erreur, vu que je me considérais comme une malédiction, en fait, pourquoi j'allais espérer du bien dans ma vie? Du coup, quand on nous parle d'aller voir les psychologues, dont ma mère fait, parce que voilà, elle m'aimait, tout ce qu'on lui proposait de faire, elle allait essayer de le faire pour moi en fait. Donc, on allait voir une première psychologue. Il me semble qu'on avait vu la psychologue de l'école, parce que je me rappelle que les psychologues, même, elles étaient pas là tout le temps. Il y avait des permanences. Donc, elle avait pris une fois ou deux fois un rendez-vous avec moi, sauf que bah muette. Elle me parlait, elle me posait des questions, je la regardais. Dès qu'on allait venir à parler à mon âme, à mes émotions, à ce que je ressens véritablement, il y avait un mutisme qui était là, mais vraiment très très ancré. Et ça a mis beaucoup de temps, et vous le verrez après au fur et à mesure des vidéos et de la suite de mon témoignage, comment ça s'est débloqué. Et donc il y avait vraiment ce mutisme en fait sur mes émotions que je vivais intérieurement, mais que je refoulais d'une extrême puissance, que moi-même, en fait, c'est comme si tu as fermé à clé quelque chose, tu as jeté la clé et tu sais pas où est-ce que tu l'as jeté. Donc déjà, si je trouve pas la clé, je peux pas ouvrir la porte, je peux pas libérer ce qu'il y a. Donc voilà, c'était vraiment ça. J'aime bien parler en manière imagée pour que ça soit clair pour moi et pour vous. Donc là, avec la psychologue, ça marche pas. Ma mère prend des rendez-vous avec des psychologues extérieurs à l'établissement scolaire. Là, je vois ce psychologue qui, honnêtement, je la sentais bien. Je sais que, en fait, c'est ce jour-là que j'ai pleuré, mais je crois que j'ai pleuré genre 30 secondes. J'ai pleuré et en fait, le fait de voir que je pleurais, il y a quelque chose que je ne supportais pas. Je supportais pas me voir faible. Je supportais pas. Pour moi, c'était quelque chose de ça ne fait pas partie de moi, la faiblesse. Je ne supportais pas me voir faible.
Et quand en fait j'ai senti mes larmes monter, qu'elles ont coulé, je les ai tout de suite essuyées. Et en fait le mur du mutisme, j'ai dit toi, je vais encore plus te resserrer, te cimenter parce que il est hors de question que je sois faible. Et puis tu sais, il y avait non seulement mon vécu, ce que j'avais vécu, mais aussi la mentalité de l'environnement de quartier. Au quartier, comme je l'avais dit, soit t'es victime, soit t'es bourreau. Et moi, j'étais dans la catégorie des bourreaux. Je faisais pas le mal volontairement aux gens à cette période. Voilà, moi, je suis née dans les années 90. À cette époque, entre 12 et 15 ans, on appelait ça les Kaira, les Kadera, tout ça. Donc nous, on nous surnommait comme ça avec ma petite bande. Et sachant que les filles avec qui je traînais, elles étaient, plus grandes que moi. Donc, moi, j'étais en 5e, elles étaient en 4e et 3e. Il y avait toujours un décalage. Et donc, ça fait que j'ai toujours grandi avec des personnes plus grandes. Donc, forcément, je faisais des choses plus tôt parce que je traînais avec des plus grandes. J'ai connu des choses plus tôt parce que je traînais avec des plus grandes et des plus grands. Parce que j'étais autant avec des filles qu'avec des garçons. Et vu que j'étais un vrai garçon manqué aussi, pas dans le vestimentaire, mais dans mon caractère, dans ma mentalité, j'étais, moi on m'appelait le bonhomme, quoi. On me dit Michel, toi t'es un bonhomme. Voilà, s'il fallait se taper, on se tapait, que ce soit des hommes, des filles, j'en avais. En fait, j'avais peur de rien. J'avais pas de limite. Et c'était surtout ça, en fait. C'est pas simplement la peur de rien, mais c'est que t'as pas de limite. Même si tu sais que là, tu peux te faire planter, tout ça, bah, t'y vas. Et ça, c'est comme une inconscience parce que, en gros, je ne prenais pas ma vie au sérieux parce que pour moi, je méritais même pas d'être là, en fait. Je me dis, vu tous les dégâts que j'ai fait dans ma famille, peut-être que même si je me fais planter, ça va leur rendre service, en fait. Je voyais que ma mère pleurait, était inquiète pour moi. Je voyais que même ma sœur m'embrouillait parce que je foutais le bazar. Donc, rester poli, je foutais le bazar. Donc, forcément, ça faisait que venir, encore une fois, ce n'est pas de leur faute parce qu'elles ne savaient pas ce que je vivais intérieurement, mais en fait, ça faisait que de nourrir, tu sers à rien, t'es qu'une moins que rien, t'es nul, tout ce que tu fais, c'est de la D, et ceci, et cela. Et tout ça, ça a été nourri. Et vraiment, avec le recul, je me rends compte à quel point, sans blâmer qui que ce soit, mais en fait, si vraiment il y a que en marchant avec Dieu qu'on peut aider quelqu'un. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 3, il est dit que la sagesse humaine, elle est charnelle, diabolique. Notre sagesse à nous. Ça veut dire que quand toi, tu viens avec tes bons conseils, ta bonne sagesse à toi, ça n'apporte pas la vie de Dieu à la personne. Tous ces mensonges, en fait, sur l'identité que j'étais en train de me construire, que j'étais déjà dedans, c'est comme un arbre qui plante et en fait, les racines ne faisaient que s'enfoncer. Donc, va me sortir de là, quoi. Les psys, tout ça, la psychologue, c'était pendant la période 5e et quand on rentre la 4e, c'est là que en fait, je suis passée du verbal au physique. Ça veut dire que maintenant, j'étais vraiment devenue ce bourreau. Avec les filles avec qui je traînais, c'était l'expression, on bolossait les autres. C'est-à-dire qu'on leur faisait la misère, on te vole tes crayons, on t'arrache ton sac. Ça se passait dans l'école. En fait, on voulait montrer qu'on était des durs et ceci et cela. Donc, au début, ça se passe dans le cadre scolaire. Sauf qu'au fur et à mesure, il me semble que c'est vers la fin de 5e, début 4e que j'ai commencé à fumer. Au début, c'était des cigarettes. Je me rappellerai toujours même de ma première cigarette. C'était tellement dégueulasse. Mais en fait, on se disait, faut qu'on fume, faut qu'on soit des thug life. On va fumer, quitte à que ça fasse mal à la gorge, quoi. Vraiment, je rigole, mais je me dis, mais quelle foutaise, quoi. Franchement, quelle foutaise. On fume les premières cigarettes, sauf que moi, je me rends compte vite fait que la cigarette, c'est pas mon délire. L'odeur et ma mère fumait. Donc déjà, je supportais pas l'odeur des cigarettes de ma mère, donc de moi-même le fumer et tout. Et en plus, ça restait sur toi. Enfin bref. Donc quand je rentre au 4e, commence à faire les premières sèches. Je commence à sécher les cours. À sécher 1 heure, 2 heures, 3 heures, une après-midi, une matinée, une journée. Ça s'est fait très très crescendo. Sauf que, comme je vous le disais, on a grandi dans un quartier et dans le quartier, c'était pas que des cigarettes qui fumaient.
nous où on habitait dans un bâtiment, il y avait des halls et en fait le soir, les grands de la cité, du quartier, ils étaient dans les halls, ils squattaient dans les halls et ils fumaient leurs joints. Donc en fait, parfois on rentrait ou même le matin quand on partait à l'école, il y avait encore le nuage de fumée ça sentait le shit, la bœuf, c'était un truc de dingue. Et en fait, c'est que moi, j'aimais cette odeur parce qu'on voyait parfois les grands de quartier qui étaient dans un état second, qui étaient les yeux foncedés, tout ça. Donc moi, quand je les voyais, je me dis mais attends, ils sont bien, ils sont pisses, ils rigolent, ça a l'air trop bien leur truc en fait. Au fur et à mesure, en fait, comme je traînais avec des personnes plus grandes, ces personnes plus grandes, elles ont pu se procurer de la substance et on a commencé à fumer. Sauf que moi, comme tellement mal et que au fond de moi, vous savez, la parole dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pour moi, cette pensée d'éternité, il y a le côté aussi, la pensée que il y a un Dieu sur ces terres. Tout le monde a ce truc où, ouais, on sait qu'il y a plus que ça, là. Et aussi le côté éternité où l'homme a ce besoin, a une quête de paix intérieure. Et en fait, au fond de moi, je sais que je cherchais à être en paix. Je sais que je cherchais à ne plus souffrir, à ne plus avoir des flashs de l'inceste que j'avais subi, de plus me sentir sale, parce qu'en fait, l'inceste aussi était venu vraiment salir mon image. Donc, en fait, comme je me sentais sale, je n'aimais pas me sentir femme. Je préférais être masculine dans mon caractère, bien sûr. Au travers de la fumette, des joints, tout ça, j'avais trouvé mon semblant de paix. Donc, je suis vite devenue accro. Accro dans le sens qu'à cette période, on fumait un joint, on était stone toute la journée, hein, ça nous suffisait. Mais au fur et à mesure, le seul joint ne me suffisait plus. Et du coup, au fur et à mesure que je sèche l'école, donc quand je séchais les cours, bah, je passais mon temps à fumer. Et puis après, ça en est venu aussi l'alcool. On commence à boire nos premiers verres, nos premières bouteilles tous ensemble. Et en fait, l'atmosphère de défonce, l'atmosphère de on est pisse, faisait que bah, j'aimais ça. Mes amis de l'époque avec qui je consommais, c'était devenu ma famille parce qu'en fait, en gros, avec eux, j'étais en paix, je riais, j'étais encore plus la boute en train, mais sous l'effet des substances et de l'alcool. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu marquer mon âme. En fait, c'était mon Dieu en fait. La fonce D, c'était mon Dieu. Parfois, je me levais le matin, j'avais qu'une hâte, c'était d'être défoncée en fait, parce que je me disais au moins là, je pense pas, je réfléchis pas. Je ne savais pas me gérer en fait. Moi, j'ai toujours été une personne, c'est tout ou rien. Ça veut dire que si je me défonce pas un peu, je me défonce beaucoup, jusqu'à je n'ai plus de contrôle en fait. Donc ça a été destructeur pour moi parce que du coup ma quatrième je l'ai foirée. Comme je séchais extrêmement, on allait fumer, on allait boire, mais à cet âge-là, on n'avait pas d'argent, donc ce qu'on faisait, on volait. On allait dans les carrefours, on volait des bouteilles d'alcool. On avait nos petits coins, nos petits endroits où on passait la journée à se défoncer. Et après, je rentrais style de rien, mais sauf que ma mère n'est pas bête. Elle voyait bien que j'étais éclatée au niveau des yeux. Elle voyait bien que je puais la cigarette, parfois même l'alcool, que j'étais dans un état pas normal. Parce que du coup, quand je rentrais dans des états comme ça, là, je commençais à être insolente chez ma mère parce que je ne me contrôlais pas. C'était l'alcool qui me gérait. Donc, je parlais mal. En fait, ma colère. Je ne pouvais pas que la gérer dehors. Je la gérais plus. C'était elle qui me gérait. Et du coup, ça a été très conflictuel. C'est là que ça a été très conflictuel avec chez ma mère et qui a commencé à à se dire qu'est-ce que je vais faire en fait. Avec le collège, ils ont dû m'exclure. Ils m'avaient déjà exclu une journée, 2 journées, 3 jours, et après est venue l'exclusion définitive. Donc je me retrouve en quatrième, fin de quatrième. Je crois il est resté 2-3 mois avant l'école parce que je crois que c'était dans la période du printemps. L'école finissait au mois de juin, début juillet là. Et du coup, donc il m'exclut du collège. Et là, ma mère, en fait, ça a été vraiment, ça avait vraiment plus quoi faire. Mon frère, il avait beau parler au téléphone, il y avait rien qu'il faisait. Et puis moi, en fait, j'étais en mode, ouh, j'ai plus d'école, là, j'ai même pas besoin de me cacher, j'ai pas besoin de faire semblant de me lever le matin. C'était du pain béni pour moi, quoi. Et sauf que ma mère n'allait pas laisser les choses comme ça. Donc en gros,
Ils se sont, on a fait les choses parce que je devais la suivre, hein, j'avais pas le choix, je reste mineure, je reste sous son autorité. Donc on m'a trouvé un autre collège, un collège pas très loin du quartier, mais du coup dans ce collège-là, il y avait pas les amis du quartier dedans. Et on m'a trouvé ce collège pour faire ma troisième, pour que je puisse passer mon brevet et tout. Et voilà, ma mère, comme elle était démunie de ma situation, elle leur disait, voilà, moi, depuis le décès de son père, il y a eu ça, il y a eu ça. Ma fille, elle est partie en gros en vrille. Moi, je sais pas quoi faire, mais voilà, donnez-lui une chance. Dans ce collège, il me donne cette chance. J'y vais en troisième, sauf que il y a un dicton dans ce monde, je sais pas, c'est un dicton ou un proverbe là, qui dit, voilà, qui se ressemble, s'assemble. Et moi, j'étais une bédaveuse. Là, ça y est, j'étais certifiée, c'était signé, c'était gravé. J'étais une bédaveuse, j'étais une sécheuse d'école. Donc, quand j'arrive là-bas, moi, ce que je fais, je me laisse pas impressionner parce que j'arrive, je sais que je connais personne, mais j'y vais en mode, bah là, je vais aller en mode vraiment ghetto youth, comme on disait, et voilà, on verra ce qui se passe en fait. Sauf qu'en fait, je me trouve vite des amis que des garçons, parce qu'en fait, ces amis-là, ces garçons-là, ils fument, ils sèchent, on se ressemble de mon passé. Et du coup, donc, on commence à sympathiser. Et puis à cette époque, j'aimais bien jouer au foot. Je jouais au foot. Donc, on joue au foot, à la récré, tout ça, machin. Et je me sentais bien avec eux parce que, ben, on avait les mêmes points de critères, en fait. Et en fait, il y en avait un d'eux, un rebeu, lui qui en fait, ses grands frères vendaient du shit. Donc en fait, il en avait tout le temps. Mais alors lui, c'était mon pote, quoi. Je me dis, bah alors toi, voilà, avec le vice, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'on reste des êtres charnels, on est vicieux. J'étais, voilà, on va là où il y a de l'intérêt, hein, faut pas se mentir. C'est comme ça que je fonctionnais avant. À cette époque, je précise, j'étais pas encore dans les copinages, il y avait pas encore de copains et tout, mais c'est à cet âge-là que a commencé à, voilà, quand je suis rentrée au troisième, c'était ah ben Michel, ouais peut-être tu fais la bonhomme, tout ça, mais t'es mignonne et ceci et cela, donc en fait, tu commences à recevoir de l'attention que tu n'as jamais eue. Et en fait, moi, bah, ça plaisait, en fait. On va pas mentir. T'es courtoisée, tout ça. Donc, au début, moi, c'était non, 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 non. Et au fur et à mesure, en fait, tu commences à te rendre compte, bah, en fait, t'es une femme, tu plais à des hommes. Voilà, les garçons à cet âge-là, ils sont aussi à une période de leur vie où leur corps ne répond pas comme ils le veulent. On sympathise bien avec ce garçon. C'était un peu du flirt, mais rien de plus. Pas de bisous, non rien. C'était juste de la séduction et puis on kiffait quoi. Et c'est surtout on fumait beaucoup. Et bref, du coup la troisième ne se passe pas bien du tout. Convocation de ma maman, tout ça. Et bah en fait, eux ils m'ont dit écoute, de toute façon c'est la dernière année de collège, on te laisse finir le collège là, mais après c'est toi en fait. Nous après c'est pas notre problème. Donc ils m'ont laissé finir le collège. Je passe les épreuves du brevet avec mes camarades là, les gars. À chaque épreuve du brevet, j'y vais complètement défoncé. Mais vraiment, comme je vous disais, c'était tout ou rien. Donc moi, j'étais dans l'extrême. Je fumais. C'est pas tu te dis oui, je fume juste un joint, je suis stone et puis on se pose et voilà. Mais non, je fumais. Et en fait, j'étais tellement KO que quand j'arrivais à table, je m'endormais et je me réveillais à la fin quand j'entendais la sonnerie. Du coup, j'ai pas eu mon brevet. Donc ça, c'était encore une fois pour moi, bah à cette époque, je m'en fichais. Je n'ai pas mon brevet, vient la fin du lycée, et puis bah là, niveau la conseillère d'orientation, elle m'avait dit bah écoute, tu sais pas ce que tu veux faire, nous on veut pas t'orienter ni te conseiller en plus vu ton état, parce que c'est ce il disait Michel, tu as du potentiel, tu es intelligente, tu es capable, mais ton comportement te porte défaut en fait. Tu réponds, tu bavardes, tu sèches, tu arrives dans un état où on sait très bien que vous consommez de la drogue, même si on n'a pas les preuves. Malgré les convocations des parents, vous remettez pas en question. Donc en fait, on ne peut même pas vous favoriser auprès d'un lycée que vous allez vouloir être quoi. Dans les vacances scolaires et là ma mère en fait vraiment elle est en mode non Michel là moi je vais pas te lâcher en fait, faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Il faut que tu te reprennes en main, tu vois, ok, il y a eu le décès de ton papa, mais au bout d'un moment, il faut avancer, quoi. Donc, je réfléchis un peu, je sais plus comment les choses se sont imbriquées, mais je réfléchis, et en fait, moi, à cette période, j'aimais bien la sape, et je me suis dit, bon, bah, moi, j'aimerais bien être styliste. C'est là que je commençais un peu à me dire, bah, avec le recul, hein, vraiment, c'est comme si je sais que Dieu,
il a toujours été avec moi. Même si dans ma tête, je disais, toi, t'es là, moi, je suis là. J'ai jamais prié, j'ai jamais, voilà, cherché Dieu. Je me suis jamais intéressée même à Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu, mais chacun sa vie, quoi. Je sais que c'est comme si c'est Dieu qui me disait, il y a de l'espoir pour toi, Michel, en fait, tu vois. Ne crois pas que t'es là juste pour être là. T'es pas un déchet de la société. Il y a un espoir pour toi. Faut préciser que pendant toutes ces années collège, donc il y a eu j'étais beaucoup avec l'alcool et la drogue au niveau joint. Quand il y a eu la troisième non seulement donc déjà niveau scolaire c'était catastrophique, mais en fait j'étais violente aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a commencé à sortir le soir. Et là, ça a été vraiment, je me rappelle pas quand a commencé la première fois, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de fois. Mais la première fois, je peux pas la situer dans le temps. Et même avec le recul, hein, vous savez, c'est des choses où vraiment le Seigneur me restaure dans ma mémoire parce que c'est une vérité. De consommer de la drogue, ça détruit les neurones. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme amnésiées dans ma tête, qui sont comme effacées à cause de la consommation extrême que j'ai eue. Et même parfois, je sais que je parle parfois avec ma petite sœur, elle me dit, ouais, tu te rappelles quand t'as fait ça? Et je suis là, ben non. Donc, soit je m'en rappelle vraiment pas, soit c'était un moment où j'étais totalement défoncée et c'était pas moi, en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on le sait avec le recul qu'il y a des réalités spirituelles et que c'est pas juste de la fumée blanche qui te conduit, quoi. Du coup, on a commencé à être extrêmement violente dehors. C'est-à-dire qu'on agressait les gens. On agressait les gens, on volait les sacs des gens, on tapait des gens, on volait dans les magasins. Et ma mère pétait un câble parce qu'à chaque fois, elle voyait mes affaires avec le trou d'antivol qu'on arrachait les antivols. Donc, elle savait que je volais. Mais ma mère travaillait, elle ne pouvait pas arrêter de travailler pour s'occuper de moi, en fait. Ma sœur aussi devait poursuivre ses études, faire son avenir, sachant elle a 7 ans de plus que moi. Il y avait ma petite sœur aussi. Donc, en gros, ma mère, elle ne pouvait pas tout stopper pour moi. Et c'était juste à chaque fois, bah, on punit, mais je peux pas être tout le temps là, en fait. Donc, j'étais un peu livrée à moi-même à cause de moi-même, hein, tout simplement. Et forcément, voilà, donc on commence à être extrêmement violente dehors, beaucoup de vols, beaucoup d'agressions physiques, beaucoup de bagarres, détérioration, je sais pas si on dit bien le mot, mais on a abîmé les lieux publics. Vraiment tout ce qui est de la délinquance. Et en fait, il y avait aussi, tu vois, toute l'image du quartier, tout ça, en fait, qui faisait que, bah, je me plaisais à faire ça. Je me plaisais malgré moi parce que, en soi, je savais très bien que c'était mal ce que je faisais. Mais pour moi, c'est dans ça que je suis douée. Je suis douée pour taper, je suis douée pour voler, je suis douée pour me bourrer jusqu'à je ne sais où. Je suis douée pour m'embrouiller avec les gens avant que ça se dégrade vraiment au niveau extérieur et violence. Donc c'est un peu ce plan où je me dis bon bah j'aime bien les sapes, j'aimerais bien faire un truc de stylisme, un truc comme ça. Donc on trouve un lycée pas très loin de chez moi, un lycée professionnel et du coup je m'inscris pour faire un BEP mode. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, je sais pas s'il y a encore. Donc, je m'inscris pour faire ce BEP mode. Là, j'avais mes 16 ans. On fait la seconde. La seconde, j'ai fait que 4 mois, je crois. 4 mois dans ce BEP mode. Je crois qu'en janvier, j'étais déjà virée. Je sais plus. En fait, j'allais être virée, mais je crois que je me suis barrée avant que le conseil de discipline se fasse. J'ai fui tout simplement. Du coup, je m'inscris au BEP mode. Au BEP mode, ça se passe bien. J'aime bien coudre. Je découvre que je suis à l'aise pour coudre avec les machines parce qu'en fait, je suis une personne très visuelle. Je suis une personne très, je sais pas si le mot imaginaire, mais en fait, je suis une personne qui aime bien imager. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien imager une pensée pour que ça soit plus clair. Donc, en fait, quand on devait fabriquer des vêtements, dans ma tête, j'avais le vêtement, je savais comment il devait être, la longueur, la coupe, tout ça, machin, les détails. Donc, ce que je visualisais dans ma tête, je pouvais le reproduire, en fait, avec le tissu et tout. Je me débrouillais, en fait. Tu vois, j'avais des bonnes bases que j'aurais pu approfondir. Sauf que ma faiblesse, mon talon d'Achille, c'était de faire le dessin. Parce que qui dit stylisme, qui dit qu'il faut faire des croquis, et ça, moi, je lui disais, mais c'est dans ma tête, j'ai pas besoin de dessiner. Oui, mais nous, on doit voir, en fait, Michel, il n'y a pas un rétroprojecteur qui va nous montrer ta pensée. Et ça, en fait, moi, dès qu'il y avait un obstacle,
Bon, bah, j'ai arrêté. Je me prenais pas la tête. Ok, il faut que je fasse ça et que j'arrive pas. Et c'est bon, je laisse tomber. Et du coup, les profs là-bas, vraiment, ils étaient très persévérants parce qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes de quartier. Donc, c'était un peu, vous savez, ils nous voient un peu comme les gens, vous venez d'un milieu difficile, on veut vous aider à vous en sortir, et caca. Très bien. Sauf que moi, bah, ça a pas matché et du coup, je devenais conflictuelle avec eux pour rien, vraiment pour rien. Et même eux, à chaque fois, ils me disaient, mais Michel, on te voit, c'est pas toi, regarde comment t'as tout pour réussir, machin. Mais en fait, c'était pas mon extérieur, le problème, c'était mon intérieur. À l'intérieur de moi, j'avais une image négative de moi, donc je ne pouvais que vous donner ce négatif. En fait, on ne donne que ce que l'on a. Donc, j'arrête les cours. Et en fait, vu que j'étais en même temps dans ma fumette, dans mes sorties, je sortais le soir, tout ça. Quand je dis sortir le soir, c'est-à-dire que je rentrais vers des 22, 23 heures parce qu'on allait en ville, on allait faire n'importe quoi une fois défoncé. Donc l'école, je décroche vite parce qu'en fait, moi, tous mes amis qui sont plus grands que moi, avec qui je traîne, ils sont pas à l'école, ils font rien de leur journée. Donc moi, je me suis dit, bah au moins, je vais être avec eux, on va rien faire ensemble, quoi. Et là, on commence à voir que, comme on dit, on grandit dans un quartier, donc il n'y a pas que la fumette, il y a des substances plus intéressantes. Dans le sens, je dis intéressantes, elles ne le sont pas, mais dans le sens qui pousse à la curiosité. Il y a un de mes collègues de l'époque, en fait, qui, lui, commencer à consommer de l'héroïne. Donc, l'héroïne, c'était pas un truc qu'on se pique, hein, c'était quelque chose qu'on consommait, voilà. Donc, il nous propose une fois, et nous, on était déjà sous l'effet des joints, tout ça, il nous propose une fois et on prend. Et je crois que ce jour-là, c'est la première fois que je fais en fait, c'était une sensation très bizarre. Autant tu as l'impression que tu vas mourir dans ton corps parce que tu ne contrôles plus rien, mais en même temps, tu es dans un état tellement où tu planes que tu te sens bien. C'est très paradoxal. Donc là, à mes 16 ans, je consomme la première fois de l'héroïne. S'en est suivi d'autres fois, mais pas régulièrement. C'était occasionnellement, en fait. Et en fait, ces états-là faisaient que je sentais encore plus que je me perdais, en fait. Je me perdais et que, en gros, quand j'étais dans mes moments de lucidité, je ne supportais plus ma lucidité parce que quand j'étais lucide, je pensais à l'état de ma vie. Quand j'ai, pardon. On va y arriver. En fait, quand j'étais lucide, je prenais conscience de ma vie. Je prenais conscience que je foutais rien. Je prenais conscience de mon mal-être. Je prenais conscience à quel point je me sentais mal, mais extrêmement mal. Je commençais à avoir des premières pensées d'idées noires, des pensées noires, et si je mourais. Mais autant j'étais une folle pour aller me battre, pour aller faire tout ce que tu veux, mais j'avais pas le courage de m'ôter la vie. Mais j'en avais envie. J'avais plus l'envie de vivre, en fait. J'avais plus déjà, j'avais pas de goût à la vie. Mais en fait, après avoir un temps de consommation de drogue, tellement que je prenais plus plaisir à être stone parce que je pensais à rien, quand je me retrouvais lucide et que je pensais, j'étais très mal. J'étais très, très mal. Donc, en fait, pour éviter d'être mal, cercle vicieux, bah, tu vas te défoncer. Tu vas fumer, tu vas faire toutes ces choses pour plus que tu ne penses. Et là, commence aussi à avoir les premiers fleurs parce que quand tu te retrouves dans un état second, bah, forcément, les fleurs commencent à se faire, tout ça, tout ça. Et c'est là que moi aussi, j'ai pris conscience avec le recul qu'en fait, que j'avais un rapport avec moi-même, tout ce qui était sexualité, j'étais dissociée de ça. C'est-à-dire que quand commençait à avoir les premiers flirts, les premiers bisous, le premier copain aussi que j'ai eu, l'inceste, le fait qu'il y avait eu l'inceste faisait qu'en fait, moi, quand venait le moment d'avoir un rapport ou ne serait-ce que des attouchements, les caresses, je devenais comme un objet. Je devenais comme un objet dans le sens où j'avais été conditionnée par l'inceste à ce que quand on te demande ton corps, tu dois le donner. Et ça, c'est quelque chose qui a mis du temps à se... Il y a que le Seigneur qui peut nous en délivrer. Et vraiment, désolée, c'est
c'est des pleurs de joie, hein, parce que je me rends compte en parlant, en libérant la parole sur tout ça, à quel point Dieu m'a délivré de tellement de choses. Et merci ne serait pas assez. Pardon. Merci n'est pas assez pour tout ce qu'il m'a pardonné, pour tout ce qu'il m'a lavé, pour tout ce qui m'a gracié, tout simplement. Donc voilà, j'avais ce rapport avec la sexualité très dissocié. Mais bon, ça, je ferai vraiment une vidéo, après toutes les séquences sur mon témoignage. Pardon. Je ferai une vidéo, pour parler de ça par rapport à la sexualité, parce que je pense que c'est quelque chose sur lesquels on doit parler, surtout dans le milieu chrétien. Ça doit pas être quelque chose de tabou. Donc vient toutes ces périodes-là, à l'âge de 16-17 ans, vous savez. Entre-temps, comme je disais, on avait fait beaucoup de violence, donc j'ai eu mes premières gardes à vue. Je compte pas les gardes à vue que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de gardes à vue, des jugements. Par la grâce de Dieu, je dis que tout s'est fait en étant que je sois mineur, parce que si ça aurait été quand j'étais majeur, en fait, j'avais du sursis, donc je serais partie en prison. Le dernier jugement que j'ai eu, ils m'ont dit que la prochaine fois, vu que j'avais déjà mes 17 ans, la prochaine fois qu'il y avait quelque chose, là, t'allais aller dans les trucs pour les mineurs jusqu'à ce que tu deviennes majeur et que tu iras en incarcération. Là, ça commençait un peu à me faire un peu cogiter parce que mon frère était en prison. Comme mon frère avait fait de la prison, je savais que la prison, c'était, en gros, c'est que là, t'es allé trop loin, en fait. Et le fait qu'on me dise ça à moi, je me disais, mais non, les gars, je peux pas aller en prison, je vais péter un câble. Beaucoup de garde à vue parce qu'on avait aussi des outrages aux agents. On se bagarrait avec la police quand ils venaient nous contrôler, parce que parfois on squattait dans des résidences privées où on squattait les résidences où on fumait, on foutait le bordel, on agressait les voisins quand ils nous disaient de dégager. Donc eux, ils appelaient la police venait, confrontation avec la police. C'était très houleux en tant qu'une femme, en fait, c'est ça. Bah, la police, ils regardent pas que tu sois une femme, en fait. S'ils doivent te mettre une balayette, ils te mettent une balayette. S'ils doivent te taper, ils vont te taper. Ils vont pas regarder que t'es une femme, parce qu'après, derrière, nous, on est là, on ouvre notre bouche aussi. Donc, ça a été beaucoup de violence physique comme psychologique. Mais bon, je veux pas dire que j'étais non plus blanche, quoi. J'avais ma part. En parallèle de tout ça, donc là, je vous raconte ça entre mes 16 et 17 ans. Du coup, entre mes 15 ans et demi et 17 ans, j'avais fait ma première année de mode. Au bout de 3-4 mois, j'ai arrêté. Après, dans la même année, ma mère me réinscrit dans un lycée catholique, en fait, pour faire un BEP secrétariat. Sauf que pareil, avec Dieu, j'ai compris, vous savez, il y a des choses que spirituellement, ce sont des communions. Moi, spirituellement, j'étais liée à une communion de tout ce qui est drogue, de tout ce qui est délinquance. Donc, ça veut dire que partout où j'allais attirer et être attirée par ces personnes qui vivaient la même chose. Ça a été le cas quand j'ai changé pour ma troisième. Au quartier, j'avais mes amis avec qui on vivait dans ça. Et quand je change pour ce lycée, ce dernier établissement d'ailleurs où je vais faire de l'école, je rencontre des amis, des filles. Je retrouve le garçon avec qui j'ai fait ma troisième, avec qui on fumait, lui aussi qui avait été viré, tout ça. On se retrouve là. Donc en fait, pareil, là dans cette école, je dure pas longtemps, 3-4 mois. Je sèche extrêmement parce qu'en fait, moi, j'avais déjà décroché scolairement. En fait, je le faisais parce que j'avais pas le choix. J'étais sous l'autorité de ma mère et ma mère voulait que j'aille à l'école, en fait. Et merci qu'elle se soit battue quand même, quoi. Pareil, on sèche, on fume pendant la récréation, on n'en avait rien, mais vraiment aucun respect. Et ma prof principale que j'avais, en fait, c'était quelqu'un de très, voilà, je le dis clairement, c'était quelqu'un de raciste. C'était quelqu'un de raciste déjà parce que niveau colométrie, voilà, elle aimait pas ma façade. Et en plus, le fait que je venais d'un quartier difficile, pour elle, j'étais vraiment, voilà quoi, irrécupérable. Donc en fait, j'étais très très violente avec elle jusqu'à je suis allée à la frapper. En fait, bah là, c'était quelque chose de impardonnable. Ils m'ont exclu définitivement. Je me rappelle, il y avait eu un conseil de discipline. J'ai dit, je n'irai pas et je suis pas allée. Ma mère allait aller. Voilà, elle a demandé pardon pour moi, mais moi, pour moi, là, avec le recul, je demande pardon à cette prof parce que, voilà, même si elle n'a pas eu des bons mots, des bonnes attitudes avec moi, ça n'excuse pas l'agression que j'ai eue envers elle.
Mais à cette époque, dans mon état d'esprit, c'était légitime. Voilà, c'est comme ça, je le dis en toute transparence. Mais aujourd'hui, je sais que on n'a pas à rendre le mal par le mal, on doit surmonter le mal en faisant le bien, qu'on doit pardonner nos ennemis. Mais à cette époque-là, c'était pas dans mon éducation, comme je vous l'ai dit, c'était pas en moi tout ça. Je connaissais rien de la parole, je connaissais rien du cœur de Dieu, de la justice de Dieu aussi. Donc voilà, là je me retrouve livrée à moi-même, à fond dans la délinquance, à fond dans la drogue. Et j'avais un petit copain de l'époque, mais vous savez, la délinquance était en premier, le petit copain était en deuxième. Va arriver mes 17 ans, c'est là qu'il va avoir un grand stop dans ma vie. Et ça va être pour la prochaine vidéo. Cette période de ma vie, elle a été autant une fausse paix, comme je vous l'ai dit, une paix que, soi-disant, je pensais trouver dans la drogue, tout ça. Cette période de ma vie où j'ai pris conscience du profond mal-être que j'avais. Je sais pas si c'est en grandissant, on comprend un peu plus les choses et ouais, je pense que c'est ça. J'avais grandi sans prétention. Je sais que j'avais plus de maturité que les gens de mon âge. Parce que mes copines avec qui j'étais en CM2, CM1, qui avaient le même âge que moi, elles ne sortaient pas, elles ne fumaient pas. Même à chaque fois, elles me disaient, mais Michel, t'as trop changé, t'es plus comme avant. Voilà, on était deux mondes, deux salles, deux ambiances, quoi. On était plus du tout pareil. Pourtant, on était du même âge. C'était les filles avec qui je jouais à la marelle, au loup touche-touche. Et moi, aujourd'hui, j'étais la délinquante. Elles, c'était les filles qui étaient sérieuses à l'école, en fait. Enfin, aujourd'hui, à cette époque. C'était dur, mais je prenais conscience, en fait, de cette distinction. Sauf que, au lieu de me remettre en question, ça venait juste confirmer en moi, parce que là, je le dis avec le recul, vous savez, toutes ces pensées négatives qu'on a, elles viennent pas de nous-mêmes. C'est le diable qui nous inspire tout ça. Ce sont les esprits méchants qui nous font penser que ce sont la vérité, qui te dit t'es nul, t'es pas assez bien de toute façon, t'es pas un bon enfant, t'es nul, t'as pas l'école, c'est pas pour toi, t'as pas d'avenir, tu sers à rien, de toute façon t'es qu'une débauchée, de toute façon tu t'es bonne qu'à voler, t'es bonne qu'à faire ci, t'es bonne qu'à faire ça. Toutes ces pensées-là qui étaient là à ressasser, et que moi j'acceptais, parce qu'on a le choix de dire non comme on a le choix de dire oui. Et ces pensées qui étaient devenues ma vérité, elles étaient encore plus nourries en fait par mon mal-être. En fait, je sais, hein, pas une seule fois, tellement que l'enfance avait été marquée. J'avais déjà ce fondement-là et ces racines n'avaient fait que prendre de la profondeur. Pas une seule fois, j'ai crié à l'aide. Pas une seule fois. Et ça a été très dur. Très, très dur. Et vous le verrez avec la suite. Ça a été très, très dur pour moi de demander à l'aide, en fait. Parce que j'étais tellement... c'est quelque chose qui me touche parce que c'est quelque chose qui a vraiment été une partie de mon être, en fait. Et que vraiment, c'est le Seigneur, au fur et à mesure qu'il est en train de déraciner ces mensonges. Aujourd'hui, je sais que ce sont des mensonges, je sais que ce n'est pas la vérité, mais je ne vais pas vous mentir que parfois, le diable, il emprunte toujours les mêmes chemins. Parfois, j'ai toujours ces pensées qui essaient de venir s'initier dans ma vie, dans ma tête. Et je dois toujours combattre, je dois toujours déclarer ce que Dieu dit de moi. Parce que c'est ça la vérité. C'est pas ce que les gens disent de toi. C'est pas ce que les juges ont dit de moi. C'est pas ce que la procureure disait de moi. Parce que eux aussi, ils m'aidaient pas, mais en même temps, ils faisaient leur métier, en fait. Ils me voyaient comme une délinquante. Je demandais même à ma mère, mets-moi en foyer, parce que t'arrives pas à me gérer, je te cause des problèmes. Mets-moi dans un foyer, mets-moi dans un internat. On a fait des foyers, ils ne voulaient pas de moi. J'en rigole, hein. Mais aujourd'hui, je sais que s'il voulait pas de moi, c'est parce que Dieu savait c'est pas ta place. Parce que si j'aurais fini en foyer, je sais pas ce qui me serait arrivé. Soit j'aurais fait des dingueries et j'aurais été en prison, soit il me serait arrivé des dingueries parce que dans la vie, on tombe toujours sur plus fou que soi. Quoi qu'on n'est pas fou. Je sais, en fait, avec le recul, avec le temps que j'ai passé avec Dieu, de beaucoup de choses dont il m'a gardé. Je sais pas tout parce qu'il y a des choses, il peut pas tout nous dire. Mais parfois, il me dit, tu vois, ça là, c'est moi qui avais fait que ça se fasse pas. Parce que je savais que si t'allais là, j'allais te perdre. Tu vois, ça là, c'est moi qui a permis que ça se passe pas. Parce que je savais que si tu faisais,
c'était terminé pour toi. Vous savez, le diable a des plans en fait. Hein. Dieu a des plans pour nous, mais le diable a des plans aussi pour nous. La parole dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai préparés d'avance pour vous. Ce sont des projets de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. Projets de paix et de bonheur. » Mais le diable, il fait pareil. « Je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de malheur et de destruction. » Car dans Jean 10, 10, il est écrit que Jésus dit quoi? Le diable, il vient que pour voler, égorger et détruire. Et ça, il le fait avant. Depuis que tu es dans le ventre de ta mère, il commence déjà à préparer des plans contre ta vie. Dieu nous aime. Dieu n'a pas attendu qu'on lui donne sa vie pour nous garder. Après, il reste juste dans le sens que Satan, tant qu'il a des droits, bah Dieu, il peut pas l'empêcher de faire. Si Satan, tu lui donnes un droit légal sur ta vie, comme moi j'étais, en étant dans la violence, en étant dans la drogue, dans l'alcool, dans la débauche, dans tout ce que je faisais. Si tu lui donnes un droit légal dans ta vie, bah il a le droit de faire ce qu'il veut. Il y a que quand tu viens au Seigneur, que tu te réalignes et que tu fermes ses portes qu'il ne peut plus rentrer. Mais tant que la porte elle est ouverte, Dieu est juste. Et c'est ça que parfois on a du mal à comprendre et que on va toujours dire, ouais, mais Dieu, si t'étais là, pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça? Mais parce que t'as donné accès à l'ennemi, tout simplement. Va se passer après un autre événement dans ma vie qui va être un peu le début du processus qui va mettre du temps, mais au final, le Seigneur aura le dernier mot. Et ça, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo. Je veux vraiment remercier le Seigneur parce que je prends conscience encore aujourd'hui de toute sa bonté, de toutes les fois il nous a gardés, où il a veillé sur nous. Et je veux parler aussi aux jeunes qui aujourd'hui, ou même les moins jeunes, hein, parce que parfois on fait notre crise d'ado, comme on dit dans ce monde, tard. Mais je veux parler à toutes ces personnes qui aujourd'hui se sentent perdues, comme je me suis sentie perdue. Je veux parler à toutes ces personnes, femmes comme hommes, et surtout aux femmes, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans la violence, dans la délinquance, dans la débauche, dans la prostitution, qui vont essayer de nourrir leur mal-être ou de couver, ou je sais pas comment le dire. Ils vont essayer de combler leur mal-être par toutes ces choses. Je veux juste te dire que t'es pas toute seule et que Dieu, il attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes à lui. Moi, ça a mis du temps et j'aurais aimé, en fait, à cette période, quelqu'un me dise, Dieu est là pour toi, en fait. Parce que même si parfois on est bien entouré, j'avais ma mère qui me raisonnait tout ça, mais parfois il y a, vous savez, la souffrance qu'on a, il y a que Dieu qui peut intervenir. Les hommes, ils vont mettre un pansement, mais tu sais, c'est comme dans la vie, tu te mets un pansement, tu fais 2-3 jours avec, le pansement, il perd de l'adhésion, il se décolle et il se barre, et la blessure, elle est toujours là. Mais quand Dieu, il vient mettre son amour, qui vient te guérir, qui vient te combler. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est pour t'amener la vie. Parce que je vais pas vous dire, voilà, vous verrez avec la suite que voilà, la guérison de Dieu, c'est quelque chose de difficile quand tu te rends compte de ton état, en fait. Je lui rends toute la gloire et vraiment, je vous remercie encore d'avoir pris le temps. Je sais que parfois les vidéos vont être longues. Je me laisse vraiment conduire sur ce qui doit être libéré parce que autant je vous partage mon témoignage, autant moi, ça me, comme je vous l'ai dit, de m'exposer, de me confier, je le fais pour le Seigneur. Et ça m'auto-guérit aussi, en fait. C'est une libération, c'est sortir aussi de mon passé pleinement, c'est sortir aussi de la honte, c'est sortir des regrets, c'est sortir de la culpabilité. Parce que c'est pas quelque chose qui est, voilà, je suis pas fière de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai traversé. J'en suis pas fière du tout. C'est quelque chose qui m'a longtemps, voilà, ça a eu une sale image sur moi. Non seulement les gens, ce qu'ils pouvaient dire de moi, mais ce que moi-même je pensais de moi. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est en train de faire tout ce travail de restauration. Là, je vous en parle, c'est pas, voilà, il y a une grosse partie de fête, mais c'est un processus d'année en année, de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est une guérison pour moi aussi de libérer la parole, en fait, et de dire, OK, ça c'est mon passé, c'est ma vie d'avant, et c'est pour rendre gloire à Dieu, pour dire aussi, voilà, qu'il n'y a aucune situation, peu importe d'où tu viens, il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il voulait que je détaille chaque partie de ma vie, et vous le verrez, parce que là, c'est pas fini encore. Mais qu'on comprenne, en fait, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie, en fait. Peu importe.
Et encore là, voilà, je reste dans les grandes lignes parce que le but n'est pas de détailler les péchés qu'on a pu faire, mais juste de montrer la ligne sur laquelle on a marché pendant un temps. Je sais tout ce que Dieu m'a pardonné. Vraiment, je le sais. Je le sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, autant avant, je pleurais pas, aujourd'hui, je pleure très facilement parce que Dieu est venu déverrouiller mon âme, en fait. Et je lui rends gloire pour cela. Vraiment, je lui rends gloire pour la vie, pour l'amour, pour le pardon, parce que c'est Jésus qui, à la croix, m'a pardonné. Quand il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Il n'a pas pardonné simplement les Juifs, les pharisiens, les hommes qui étaient en train de crier crucifié, crucifié. Non, il n'a pas pardonné ces gens-là. Il t'a pardonné toi aussi. Il m'a pardonné. Il a pardonné la génération de demain. Il a pardonné la génération dans un siècle jusqu'à la fin du monde. Tous les êtres humains d'avant et d'après, d'aujourd'hui. Il nous a tous pardonnés. Donc aujourd'hui, ne crois pas que ta situation, ne laisse pas le diable te dire que c'est fini pour toi. Ne laisse pas les pensées de l'ennemi, de Satan te dire que t'es qu'une merde. Ne le laisse pas te dire que t'es un échec. Ne le laisse pas te dire que t'es un moins que rien. Ne le laisse pas te dire que t'as pas d'avenir, que t'as pas d'espérance. Ne le laisse pas te dire que pour toi c'est terminé. Ne le laisse pas te dire que t'es un débauché, une débauchée. Ne lui laisse pas te dire ça parce que la vérité de qui tu es, de qui je suis, c'est Dieu qui la détient. Maintenant, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de venir auprès de Dieu, de le chercher. Et lui, il va te dire véritablement qui tu es. Et la parole nous dit dans Genèse 1:26 que quand il a créé l'homme, il parle pas que de Adam et Ève, il parle de toute l'humanité parce que l'homme, en Adam et Ève, il y avait nous tous. Quand il a créé l'homme, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est parfait, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est vérité, Dieu est bonheur, Dieu est épanouissement, Dieu est beau ou belle comme tu veux. Parce qu'il n'est ni homme ni femme. Dieu est Dieu et il nous a créés comme lui. Donc maintenant, c'est à toi de vouloir et d'accepter, de déclarer, je ne veux plus vivre dans les mensonges sur lesquels je me suis construit malgré moi. Mais je veux vivre et demeurer dans la vérité de Jésus. Donc, je vous remercie encore pour ce temps et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de mon témoignage. Merci Seigneur.